Aujourd'hui, nous sommes à la librairie Univers BD, librairie spécialisée en bande dessinée, dont nous sommes actuellement dans la 20e année, bientôt l'anniversaire. On a le plaisir de recevoir aujourd'hui 3 auteurs. J'ai proposé à Nora Moretti qui vient de Venise, à Patricia Lifung et à son conjoint Filippo Gacchi de venir. Donc on a la chance aujourd'hui, on va voir un jeune public qui va venir pour voir leurs auteurs préférés. Double raison pour laquelle aussi je suis content de commencer par eux, c'est que le groupe Delcourt Soleil, on a un bon support d'eux pour recevoir des auteurs. C'est quand même très agréable d'avoir une écoute et qu'on leur dit qu'on veut mettre des auteurs en avant, des auteurs connus ou même je fais souvent aussi venir des auteurs qui démarrent, premier album. Donc je suis content aussi de commencer par cette maison d'édition, cette double maison d'édition. Pour parler un peu de Princesse Sarah, oui. À l'origine c'était un livre. Voilà, La Petite Princesse. Voilà, et c'était à l'origine, tu as fait 4 tomes qui correspondaient, oui, c'est ça? Et après tu as continué. Est-ce que tu peux me parler de ce parcours? Oui, alors au début c'était une série conçue en 4 tomes pour adapter les livres de La Petite Princesse. Et ensuite, notre éditeur nous avait proposé de réaliser une suite imaginée. Et alors, voilà, on a développé l'histoire qui se déroule 10 ans plus tard de la fin du roman. Et ça nous a permis de développer aussi un peu les personnages à côté de Sarah. Parce que dans les romans de La Petite Princesse, on parle quasiment que de Sarah. Les prochains tomes, le tome 9 qui va sortir en octobre, se déroule justement à Venise, c'est ma ville. Donc, sur ta belle série La Rose Écarlate, tu as un personnage assez intéressant, cette jeune femme, et on la voit en admiration devant un Robin des Bois. Est-ce que Robin des Bois est un personnage qui t'a inspiré dans cette histoire? Oui, oui, sinon ce ne serait pas un Robin des Bois des temps pas modernes, mais de l'époque. C'est plutôt ce côté prendre aux riches pour donner aux pauvres, en fait, qui m'intéressait plus que le personnage de Robin des Bois en soi. Voilà. Et donc par contre, le personnage principal, c'est la jeune fille. C'est elle donc tu l'as développée, qui a une psychologie très intéressante. Et c'est ça que tu l'as développé sous un oui, angle. C'est-à-dire que quand j'ai créé le personnage de Maud, en fait, je l'ai créé en me disant qu'est-ce que déjà j'aimerais vivre comme histoire par rapport à son histoire et quel personnage j'aimerais montrer, quelqu'un de plutôt positif, quelqu'un d'aventureux, même limite fleur bleue. Romantique, enfin, il y avait vraiment beaucoup de facettes sur ce personnage-là qui était intéressant. Et on retrouve aussi une autre jeune femme qui a beaucoup de tempérament dans ton autre série, le Prince à croquer. Beaucoup de tempérament. Et là, c'est complètement différent. Et là, qu'est-ce que tu t'es fait plaisir différemment? Oui, je me suis fait plaisir différemment. Alors, ce que j'aime beaucoup dans le personnage de Margot, donc dans le Prince à croquer, c'est... alors déjà, je voulais montrer avant tout, même si on a l'impression qu'elle est très dure au premier abord. Je voulais montrer quelqu'un qui était passionné par son travail et qui, par rapport à ça, c'est-à-dire, voilà, quand on est passionné pour son travail, je le dis, on a l'impression de jamais travailler parce qu'on s'amuse. On s'amuse, enfin, on s'amuse quelque part. Et ça, c'est une notion que je voulais aussi transmettre aux enfants, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on trouve quelque chose dans lequel on aime évoluer, et ben ça sera des efforts, certes, mais ça sera toujours quelque chose de positif. Peux-tu me dire tes sources d'inspiration et entre autres, ce qui est marquant dans cette série de science-fiction, c'est qu'on voit à un moment donné cette rencontre entre les humains qui viennent coloniser une planète. Quelles sont ces sources d'inspiration en termes de science-fiction, colonisation, etc. Oui, alors en fait, c'est un projet que j'ai depuis de nombreuses années, en fait, avant qu'il soit publié. Ça fait 10 ans que j'avais le scénario en tête, donc il y a eu beaucoup de versions qui ont été écrites. Mais donc la version qui est... Enfin, depuis le début, je me suis toujours basé sur l'esprit colonial qu'on avait au 19e siècle, en fait, en Europe, quand les Européens ont décidé de conquérir l'Afrique pour
Et donc les colons humains qui sont arrivés dans le vaisseau ont cette sorte de psychologie où ils sont condescendants vis-à-vis du reste du monde, enfin de l'univers, parce que là c'est dans l'espace, et où ils se pensent la seule race évoluée de l'univers, et où le reste en fait c'est une terre à conquérir, en fait elle n'appartient à personne vu qu'elle ne leur appartient pas à eux en fait. C'est vraiment cette notion-là que j'ai voulu retrouver dans la psychologie des humains. Après il se trouve que comme c'est de la SF, contrairement à ce qui s'est passé en Europe, il n'y a pas de possibilité de retour en arrière en fait. Une fois le vaisseau s'étant écrasé sur la planète et qu'il n'y a aucun lien avec la mer Terre en fait, ils sont livrés à eux-mêmes dans un monde où en gros c'est la survie ou la mort en fait. Voilà. Donc ils ont la contrainte de soit se laisser dépérir vu qu'ils sont que très peu, ou soit essayer de combattre pour essayer de survivre, en faisant des dégâts considérables dans l'environnement dans lequel il s'installe en fait. Voilà. Mon héroïne est une femme parce qu'elle doit devenir mère, la maternité étant un des piliers de la série en fait. C'est beaucoup de choses tournent autour entre la relation entre les parents et les enfants, et aussi sur les haines qu'on peut et les passions qu'on peut transmettre à l'enfant, ou les convictions positives ou négatives d'ailleurs qu'on peut transmettre à un enfant. Il y a toujours une aventure, mais on en profite pour mettre des messages, glisser des messages, parce que nous on a des convictions et c'est comme ça qu'on aimerait les faire passer, peut-être pas en faisant de façon violente, hein, mais ouais c'est ça, je pense que les récits sont assez denses pour justement mettre des messages à l'intérieur, en espérant que le lecteur les reçoive. Comment êtes-vous, chacun de vous, comment êtes-vous venu à la bande dessinée? Tu commences, non? Oui, là, je pense qu'on est là tous les trois. C'était plutôt naturel pour moi. J'ai toujours dessiné, ma mère aussi dessinait, mon grand-père était peintre. Et alors, c'était normal. Et j'ai commencé sur les murs de ma maison quand même. Mais sur les murs, avec les feutres, voilà. Mais mes parents étaient très compréhensifs. J'ai toujours lu beaucoup de livres illustrés, tout ça, quand je vous disais. Et plus tard, j'avais compris que c'était ma passion et j'ai vu que c'était possible en faire mon métier. Et heureusement, ça a marché. Alors, mais voilà. Tout à fait. Mais tu me disais au déjeuner que en France, il y avait un gros marché, enfin beaucoup oui, en Italie aussi. C'est aujourd'hui que ça va un peu pire. Voilà. D'accord, ok. Pour l'Italie ou pour la France? En Italie, tout à fait. D'accord, ok. Moi, c'est à peu près pareil. Sauf que moi, j'ai pas dessiné sur les murs quand même. Non, c'est ça. Moi, c'est surtout les dessins animés. D'abord, on commençait les dessins animés japonais. C'est les années Club Dorothée. Qui m'ont après j'ai découvert le manga bien avant la grande vague des mangas en France. Donc moi je les lisais pas en japonais parce que je sais pas lire le japonais, je sais toujours pas lire le japonais, mais ne serait-ce que de feuilleter et de comprendre les histoires sans les dialogues, c'était extraordinaire, c'est-à-dire qu'on comprenait tout alors que je lisais même pas le japonais. Et donc c'était les dessins animés et c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Je me suis jamais arrêtée de dessiner depuis que j'ai 3 ans, quoi, ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a la phase où qu'est-ce que j'en fais? J'ai la chance d'avoir un niveau de dessin assez potable pour raconter mes histoires, qui fait que je travaille toute seule. Après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui travaillent mieux avec un scénariste, d'autres qui sont des scénaristes qui ne savent pas dessiner, qui vont chercher des illustrateurs. Le tout, c'est d'être en phase, en fait. Avec moi, moi, je suis toute seule. Donc là, pour l'instant, je continue toute seule. J'ai des collaborateurs, j'ai des aides et tout pour le dessin. Philippe qui m'aide à la couleur, beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le scénario, vraiment tout. Tout ce qui est scénario et narration. Après, le dessin, c'est quelque chose qui vient en plus. Et on fait tous partie de la génération Club Dorothée, donc on a tous grandi avec les dessins animés. Hein. Et comme les autres, j'ai continué à dessiner. Et là où mes camarades de classe ont arrêté, moi j'ai continué en fait, c'est tout. J'ai pas tout de suite pensé, enfin j'ai toujours voulu faire de la BD, mais j'ai pas tout de suite pensé pouvoir en faire mon métier parce que je savais que c'était très mal payé, même à l'époque. Donc j'ai quand même fait des études d'architecture en fait en me disant que j'allais faire architecte et puis sur mon temps libre faire de la BD.
Au final, l'architecture m'a pas plu, donc je suis directement allé vers la BD. Mon père étant japonais, il m'a ramené des mangas du Japon, bien avant, j'avais 8 ans, donc bien avant que les premiers mangas soient publiés en français en fait. Donc je les avais en japonais, je savais pas lire japonais, mais je les lisais, et puis mon frère, qui était un grand fan de comics, je lui volais sa collection quand je pouvais, et je l'avais ma collection de Schtroumpfs à côté, donc j'ai toujours lu un peu de tout en fait. Oui, en fait, je pense qu'on le fait pas non plus par manque de temps, de travailler sur d'autres médias, parce qu'en fait, pour arriver à retransmettre une idée à travers un média, il faut pouvoir maîtriser le média totalement, et ça demande un investissement, un apprentissage technique et un investissement qu'on a déjà du mal à se le permettre sur un seul support en fait. Et c'est vrai que travailler en multimédia, en tout cas tout seul, c'est extrêmement compliqué en fait. Oui, voilà. On faisait facilement 60 heures par semaine pour arriver à livrer la BD en temps voulu pour que le lecteur l'ait au moment où elle doit paraître en fait. Donc ça fait des très grosses semaines toute l'année en prenant très peu de vacances. Ouais. Donc voilà, enfin c'est vrai que du coup ça nous laisse très peu de temps pour faire autre chose que faire des planches de BD en fait, voilà.